Comme ça fait 14 ans qu'on écrit ensemble, maintenant on sait très bien ce que l'autre peut écrire. Il y a parfois dans les chapitres, quand il y a par exemple des descriptions de voitures, moi je mets entre parenthèses, ça c'est pour toi Sylvie, parce que les voitures et moi, j'y connais rien. Donc quand il faut décrire que c'est une voiture de 1935 avec tel moteur et tout, je ne m'embête pas. Je sais que Sylvie va l'écrire mieux que moi, donc je lui mets. Et elle, pareil, de notre scène. Mais ça maintenant, je veux dire, au bout de 4 romans et une vingtaine de nouvelles, ça fonctionne très bien. Mais comme je disais, pareil, je veux dire, il faut un scénario. Le scénario de la Serre 3 faisait 50 pages à peu près. Donc il était vraiment détaillé de A à Z. Et on s'en est pratiquement pas enlevé. On est vraiment resté dans les clous, mais il était vraiment écrit. Alors il y en a qui n'aiment pas faire ça. Je dirais que moi, quand je suis tout seul, je n'ai pas de scénario. Quand je suis à deux, c'est obligé et je m'en porte très bien. Mais alors, comment ça fonctionne? Par exemple, comment décidez-vous qui va écrire le premier jet? Alors, souvent, on a notre méthode de répartition, c'est-à-dire que souvent, quand il y a des scènes de baston, la serre se fait tabasser, de la course-poursuite, etc., le premier jet, c'est Philippe. Quand il y a des scènes de voitures un peu mécaniques, où il y a beaucoup d'environnements à décrire, ou bien il y a des scènes un peu psychologiques entre les personnages, c'est souvent moi qui fais le premier jet. On sait ce que l'un ou l'autre aime bien écrire à la base, et donc on se partage comme ça. Mais à la fin, je suis incapable de dire ce que j'ai écrit. Je suis totalement revu 2-3 fois que, par exemple, une phrase, j'ai peut-être mis un mot, elle a écrit le mot, tous les autres, dans une autre, c'est le contraire. C'est-à-dire ça passe tellement de fois entre nos mains qu'à la fin, on ne sait plus. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'il y a ici, vous n'avez pas un écrivain, vous avez 3 écrivains. Sylvie Miller, quand elle écrit seule, moi quand j'écris seul, et nous deux. Et certains disent qu'on est un écrivain tous les deux, mais il y en a 2 autres dans chaque côté. Donc vous avez 3 écrivains pour le prix d'un. Formidable. Vous voyez, les utopiales ne reculent devant rien. Alors, peut-être avançons un petit peu, parce qu'on a bien compris. Et je suppose quand même que c'est Philippe Ward qui écrit toutes les scènes où la serre déguste un whisky. Bon sang irlandais ne saurait mentir, j'adore le whisky. Bien. Alors justement, le whisky nous amène à l'environnement de la serre, parce que le whisky est un élément important, mais pas le seul quand même, il faut bien le reconnaître. Donc, peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu, pour ceux ici qui ne connaîtraient pas encore cet univers extrêmement étrange, peut-être pourrions-nous nous plonger dans cette Égypte des années 30 qui ressemble que lointainement à celle de Meurtre sur le Nil. Alors, lorsqu'on a eu l'idée de la première nouvelle, donc qui s'intitulait Pas de pitié pour les Pachas, on est tous les deux passionnés d'égyptologie. On aime bien aussi le polar, même si Philippe est plus calé que moi sur le sujet. On avait envie de produire un texte qui mélange un petit peu tout ce qu'on aimait bien. Et on s'est interrogé en disant dans quel environnement on pourrait mettre ça. Donc si on fait un truc en Égypte au jour d'aujourd'hui, on avait envie, en plus, comme on aime bien la fantaisie, et là c'était surtout moi qui adorais la fantaisie, Philippe était plus orienté fantastique au départ. On s'est dit, voilà, si on veut rajouter, si on veut mettre des dieux au jour d'aujourd'hui avec la technologie, etc., ça va pas être crédible. Il faudrait qu'on reparte un peu en arrière. Et c'est vrai que l'Égypte des années 30 était quelque chose d'intéressant. Et donc on a décidé de développer cet environnement d'une Égypte des années 30, mais qui est restée en fait avec toutes les limites géographiques et toutes les traditions de l'Antiquité. Donc nous avons encore des pharaons dans notre Égypte, le monde se partage encore avec l'Empire romain, mais qui ont évolué, puisqu'il commence à y avoir des voitures, il y a des technologies un petit peu, mais les technologies de l'époque. Et ça paraissait du coup plus crédible de continuer à avoir des dieux, des prêtres qui vénéreraient les dieux anciens. Et voilà un peu comment on a construit l'univers. C'est-à-dire que la serre, pour moi, c'est la réunion du Faucon Maltais de Tex Avery. Je veux dire, le Faucon Maltais, c'est vraiment le film noir absolu que j'adore, que je vénère, que je regarde toujours avec plaisir. Et Tex Avery, c'est la détente où là je m'éclate et je rigole tout le temps. Et donc on a essayé à mélanger ça, à savoir un détective privé qui est vraiment classique. Il boit du whisky, il y aura les voitures, les femmes fatales, il se fera tabasser. Et justement, l'aspect des dieux amène cet aspect Tex Avery
qui est complètement déjanté. C'est vraiment un roman qui mélange, je dirais, cette époque américaine où il y avait à la fois les films noirs et les dessins animés un peu loufoques. Mais le plus important aussi, c'est sa présence des dieux. Je veux dire que les dieux, pour nous, c'était vraiment le point le plus important de ce roman avec notre détective. C'est la relation des dieux, c'est se dire qu'est-ce qu'il ferait si ici un dieu débarquait. Alors ça serait un dieu gaulois qui débarquait, qui viendrait assister aux utopiales, comment ça se passerait et comment les humains accepteraient de vivre avec des dieux qui peuvent les tuer, qui sont là. Donc c'est le principe de la serre, c'est à la fois l'aspect noir, le polar, humoristique Tex Avery et les dieux et la religion. Mais en même temps, c'est un univers qui est extrêmement crédible parce qu'on a vraiment fait énormément de recherches quand on a construit l'univers, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que le héros est à tel endroit, qu'il prend à gauche dans la rue machin, il fait 300 mètres, il tourne là, il va là, il tombe en face du phare, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a fait énormément de recherches sur les monuments tels qu'ils étaient à l'époque. Quand il va dans un temple, il entre, il traverse telle pièce, etc. C'est effectivement la construction du temple telle qu'elle était, c'est le décor du temple tel qu'il devait être à l'époque. On a travaillé, on a récupéré des guides touristiques des années 30, des cartes, on a énormément... il y a des cartes postales anciennes. Moi, j'ai aussi beaucoup été sur Gallica, le site de la BNF, pour aller faire des recherches, parce que tout est cohérent. Les recettes de cuisine, ce que mangeaient les gens, les métiers de l'époque, les usages sociaux, tout ça, c'est quelque chose qui tient la route et qui est vrai. Donc, on a vraiment à chaque fois mélangé, même les dieux, lorsqu'ils sont décrits, quelquefois ils sont un peu outrés, je pense à Seth, normalement, un dieu méchant qui n'a jamais les moyens de ses ambitions. Il est traité de façon humoristique, mais les histoires de famille qu'il y avait entre les dieux, les oppositions entre les uns et les autres, les caractéristiques des uns et des autres sont respectées telles qu'elles étaient décrites dans les différentes mythologies. Donc c'était ça aussi qui était intéressant, c'était de jongler entre la part d'imaginaire qu'on pouvait ajouter, mais également toute la part de réalité historique et mythologique. J'ai été frappé par tout le travail de recherche que vous avez fourni, en particulier sur les mythologies, les interactions entre les dieux. Par exemple, c'est comme ça que j'ai appris que les dieux égyptiens avaient chacun une odeur particulière, le kifi. C'est étonnant. Alors effectivement, le kifi, les Égyptiens dans l'Égypte antique étaient persuadés, donc c'était le parfum des dieux. Et d'ailleurs, en fonction des temples, il y avait des recettes différentes qui étaient, et il y a même au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus quel parfumeur qui a reconstitué cette odeur à partir de recettes anciennes. J'en ai à la maison du kifi. Et ça sent bon. Oui, donc cet environnement, et qui en même temps, donc il y a d'un côté ces pays qui sont ceux hérités directement de l'Antiquité mais qui ont un peu évolué. Parce que par exemple, si je me souviens bien, l'Empire romain a perdu la Gaule narbonnaise. Enfin, donc il y a eu quand même une certaine évolution. Oui, Jules César est venu en Gaule et il s'est fait botter les fesses. Donc... Oui, parce qu'on n'a pas développé vraiment tous les pays, parce qu'on a commencé vraiment par l'Égypte, on a passé un peu à Babylone, on est passé en Grèce, et là on va dans l'Empire romain. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, dans notre tête, il n'y a pas vraiment, on n'a pas toute l'histoire, c'était trop compliqué. On avait quand même réfléchi sur les 5 tomes, sur la narration globale, et on savait qu'à un moment donné, Lasserre, en bon gaulois qu'il était, allait retourner dans son pays. Or, si on avait conservé une Gaule gallo-romaine, finalement, les dieux celtes auraient plus ou moins disparu et un peu remplacés par les traditions plus romaines. Si on voulait vraiment conserver en Gaule des traditions celtes fortes, il fallait évidemment que les Romains aient quitté le terrain et que les anciennes traditions aient refait surface. Puisque normalement, dans le tome 5, Lasserre repart en Gaule. Donc on a quand même au départ pris un certain nombre de présupposés de façon à pouvoir utiliser certaines mythologies. Oui, alors justement, parlons de Lasserre, qui est quand même le personnage principal, un Jean-Philippe Lasserre, dont le nom évoque d'ailleurs quelqu'un comme ça. Oui, c'est Jean-Philippe Lower, qui était le célèbre égyptologue qui travaillait sur Saqqara. Donc on a gardé ça parce que bon, c'était un hommage à lui, parce que c'est quelqu'un dont j'ai lu tous les livres et qui était vraiment sans doute un des plus grands égyptologues existants.
Et donc Lasserre, détective privé gaulois, qui justement a connu des grands malheurs à cause des dieux gaulois, et peut-être pourriez-vous expliquer un petit peu comment, étant un Gaulois qui enquêtait à Massilia, si je me souviens bien, il se retrouve, à cause d'une femme, entre autres, exilé au Caire. En fait, Lasserre n'a pas de chance, hein, puisque quand il est petit, alors les dieux, il faut savoir que les dieux n'existent que parce que les hommes croient en eux. Donc plus ils ont de croyants, plus ils sont forts. Alors, en fonction des mythologies, ils arrivent à gérer ça d'une manière ou d'une autre. Bon, les Celtes, eux, qui sont bien bruts de décoffrage, ils ont une bonne solution, ils s'amusent à cramer les villages des autres. Donc, ils se tapent dessus, ils exterminent à tout va, et malheureusement, donc c'est comme ça que Lasserre perd sa mère suite à une bataille entre dieux, et un des dieux a brûlé son village. Et un peu plus tard, son père va aussi être tué par un dieu. Et donc assez tôt, il va se retrouver orphelin, il va vivoter de plein de choses, et il va finir par devenir détective privé dans des toutes petites enquêtes, des filatures de maris qui trouvent leur femme ou vice-versa. Et donc il va atterrir à Massilia, où il va être encore une fois sur une filature. Et là, il va se retrouver en prise avec un truand notoire local et une belle égyptienne, une nénette. Et lorsqu'il va devoir fuir la colère du mafieux, il va embarquer avec une nénette pour Alexandrie, où de toute façon elle va le larguer tout de suite pour un colosse grec, et il va finir par échouer au Caire, où il va vivoter jusqu'au jour où Isis va débarquer dans son bar favori pour lui dire hop hop, le détective là, Thoth a perdu son manuscrit, il faut le retrouver.